Ah, grande question. Là, il y a plusieurs étapes. En fait, ça ne se fait pas en une seule étape et de façon instinctive ou spontanée ou improvisée. Donc moi, alors cette méthode ne vaut que pour moi. D'abord, c'est, comme on dit souvent, une histoire, c'est un bon début et une bonne fin. Donc ça, c'est les deux premiers ingrédients. Donc moi, généralement, c'est un début intriguant, une situation inédite, une situation originale, une situation intrigante, on ne va pas dire un pitch, et tout de suite une fin qui soit à la hauteur de la promesse. Donc si on a une situation invraisemblable, il faut trouver une façon de résoudre cette situation invraisemblable. Si on a un crime terrible, eh bien, il faut trouver une façon de résoudre ce crime ou le mobile de ce crime. Enfin voilà, donc il faut pour moi tout de suite avoir cette fin qui soit à la hauteur, voire même au-delà des espérances du lecteur. Donc ça, c'est les deux éléments indispensables. À mon avis, on n'a pas ces deux éléments-là. Ce point de départ, ce point d'arrivée, c'est pas la peine de commencer. Voilà. Et assez souvent, si on a ce point de départ, ce point d'arrivée, le chemin est relativement tracé parce que pour arriver de ce point A à ce point B ou ce point d'arrivée, eh bien, il faut généralement emprunter un chemin relativement tortueux. Il faut que les personnages affrontent un certain nombre d'épreuves ou se transforment, etc. Donc ce qui va normalement, logiquement, donner la colonne vertébrale d'un récit. Donc je dirais ça, c'est quand même l'essentiel de ce qui permet de commencer par maintenir l'attention. Et ensuite, moi, je découpe mes récits en scènes. Alors ça peut être 30 scènes, ça peut être 60, 100, bon, à voir selon le récit, mais ce découpage en scènes, il est essentiel. Et c'est à ce moment-là qu'on peut composer un rythme. Et ensuite, c'est une question, je dirais, d'équilibre, de taille des chapitres, de récits généralement enchâssés, puisque c'est assez souvent les récits enchâssés. Après, je dirais qu'il y a presque deux écoles. Pour avoir lu par exemple les conseils de Franck Tillier, de ce qu'il disait dans ce secret d'écriture, lui Franck recommande d'être au plus près de son héros, au plus près de souvent son enquêteur, et de le lâcher le moins possible. Donc d'être toujours dans ses yeux, d'être toujours dans ses pas, que ce soit un narrateur omniscient, que ce soit ce héros parle à la première personne, en tout cas d'être au plus près de lui. Et dès par exemple qu'il y a un entretien, d'être toujours dans son regard. Donc ça, c'est une première solution qui consiste à dire le lecteur va être son personnage, le personnage principal, et il ne va voir que ce que voit le personnage principal. On pourrait presque dire c'est la méthode Harry Potter. Dans Harry Potter, dans toutes les scènes, il y a Harry Potter. Jamais, on n'a jamais une scène où Harry Potter n'est pas là. Tout ce qu'Harry Potter sait, tout ce que le lecteur sait, Harry Potter le sait. Il n'a jamais de temps d'avance, très rarement. Il y a juste les scènes d'exposition d'Harry Potter où Harry Potter n'est pas là. Bon, généralement, il y a Voldemort, c'est la première scène d'exposition. Ensuite, on est là. Donc ça, c'est une première école qui veut dire, voilà, on va s'identifier au personnage, on ne sait pas ce que font les autres personnages, on est collé au héros. Donc, voilà. Et l'autre école, qui est plutôt la mienne, en tout cas celle que je pratique le plus souvent, c'est au contraire le récit choral. C'est-à-dire qu'on va maintenir ce suspense, cette attention, parce qu'on aura plusieurs narrateurs, on aura plusieurs personnages, et on va en permanence passer d'un personnage à l'autre, d'un point de vue à l'autre, et donc le lecteur aura l'impression d'avoir toujours soit un temps d'avance, soit un temps de retard, mais il ne sera jamais effectivement... Voilà. Donc c'est les deux, finalement, les deux écoles ou les deux façons d'écrire. Parfois on peut s'amuser à brouiller les pistes et à être à la fois sur un enquêteur et de temps en temps mélangé, mais en tout cas il faut quand même y penser quand on écrit. Alors là aussi, il y a plusieurs façons de faire et la mienne n'est pas forcément la bonne. C'est toujours d'avoir la bonne distance avec le lieu. C'est un peu comme on disait en sciences, en sociologie. Moi, je suis chercheur au départ. On dit voilà, par exemple, dans une science sociale, est-ce qu'il faut être très près de l'objet qu'on va étudier ou est-ce qu'il faut être très éloigné? Voilà, je sais pas, si on est une femme, est-ce qu'on va pouvoir étudier les femmes ou est-ce qu'au contraire, voilà, et c'est la proximité à l'objet ou pas. Et c'est toujours de trouver la bonne distance par rapport à l'objet. Donc c'est exactement pareil pour un lieu, c'est-à-dire que si vous êtes, à mon sens, trop près du lieu, c'est-à-dire qu'un lieu que vous connaissez par cœur, auquel vous vivez, vous risquez de vous perdre dans un certain nombre de détails et que ces détails écrasent votre récit, et si vous êtes très éloigné du lieu, si vous ne le connaissez pas, vous fantasmez, vous n'y avez jamais mis les pieds, vous risquez d'être superficiel, à côté de la plaque, etc. Donc l'idéal est de trouver cet équilibre, cette bonne distance du lieu, qui est forcément très, très personnel et qui dépend du récit. Ensuite,
moi, j'ai tendance de plus en plus dans mes romans à effectuer une sorte de casting des lieux, c'est-à-dire de ne pas avoir un lieu préalable, de ne pas dire mon roman va se passer dans tel ou tel endroit, de partir plutôt de mon histoire, et ensuite me dire où ça pourrait se passer, et ensuite de resserrer progressivement en définissant des critères, c'est en France, c'est pas en France, c'est en ville, c'est pas en ville, etc. Et au fur et à mesure d'essayer de trouver un lieu idéal, éventuellement même de faire des essais avec quelques lieux pour voir celui qui fonctionne le mieux. Mais là encore, c'est aussi peut-être parce que j'écris pas mal de romans et que j'ai peut-être épuisé les lieux que j'aimais le plus ou que je connais le plus. Et c'est vrai que quand on commence un roman, c'est aussi assez facile d'aller prendre des lieux qu'on connaît très bien parce que ça va nous permettre d'avoir une sensibilité aux lieux. Moi, mon premier roman, c'était, je suis normand, donc c'était les plages de Normandie parce que je me suis dit, voilà, ces plages de Normandie et ces plages du débarquement de Normandie, je les connais assez pour pouvoir avoir une sorte de petit supplément d'émotion par rapport à un lieu que je n'aurais pas forcément connu. Voilà. Et puis après, le dernier conseil qu'on peut donner par rapport au lieu, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout de ne pas écraser le lieu par les détails. C'est-à-dire que le gros défaut, je pense, quand on débute, c'est de vouloir donner trop de détails, c'est de vouloir donner la couleur des volets, de vouloir décrire les arbres, enfin de surjouer les détails en disant ça va rendre le récit plus crédible. Et en réalité, il faut garder cette part d'imaginaire, cette part de fantasme, et donc c'est pas forcément en disant beaucoup qu'on va décrire, mais c'est en donnant quelques éléments. Donc là encore, c'est la suggestion qui l'emporte. Mais ce qu'on fera naturellement pour un personnage, c'est-à-dire que si vous décrivez un personnage, vous allez naturellement choisir, est-ce que je parle de ses yeux, est-ce que je parle de la couleur de ses cheveux, est-ce que je parle d'un sourire, etc. On va sélectionner quelques éléments pour faire comprendre un personnage. Ben, je dirais que pour le lieu, c'est la même chose. Il faut arriver à sélectionner quelques éléments pour faire comprendre ce personnage, sans vouloir à tout prix tout décrire de façon finalement peut-être de façon très poétique, etc., mais au final assez factuelle, assez plate. Et finalement, pour décrire un lieu, il faut déjà le réinterpréter exactement quand on va réinterpréter un personnage. Alors ça, c'est toujours compliqué, d'autant plus que les personnages que certains trouveront crédibles, d'autres les trouveront stéréotypés ou inversement. Moi, j'ai tendance à ne pas spécialement aimer les personnages qu'on pourrait dire entre gris clair et gris foncé, c'est-à-dire les personnages qui vont être certes souvent très crédibles, ressembler à des personnages qu'on pourrait rencontrer dans la vie, mais qui seront relativement neutres. Mais qui apparaîtront réalistes. C'est vrai que j'ai tendance à préférer des personnages qu'on pourrait qualifier de stéréotypés, en tout cas des personnages qui dans un premier temps sont surtout caractérisés par un ou deux éléments, qui peuvent être un trait de caractère un peu exacerbé, qui peuvent être un trait physique, enfin voilà, c'est quelques éléments qui vont caractériser ces personnages, et ensuite c'est l'histoire qui va les faire évoluer, mais souvent effectivement j'aime bien ne pas forcément leur donner une immense complexité de départ, qui là encore va peut-être les rendre finalement pas spécialement attachants, pas spécialement reconnaissables, et quitte à forcer un petit peu sur la caricature au début, et à ce que ces personnages gagnent de l'épaisseur au fur et à mesure de l'écriture et du roman. Et puis après, c'est très ambigu cette histoire de stéréotypes ou de caricature, parce qu'en fait la caricature est aussi un art qui permet de dire, bah voilà, un personnage qui va être un petit peu trop drôle, un petit peu trop jaloux, etc. C'est aussi une façon de forcer le récit, que le récit soit romanesque et ne soit pas seulement plat. Donc il y a cet art enfin moi je défends cette idée que les personnages peuvent être plus courageux, plus forts, plus beaux, plus lâches, toujours plus quelque chose dans un roman, parce qu'on est dans une fiction, donc il y a ce trait. Et puis il y a une dernière chose, c'est que les personnages peuvent être aussi remplir des fonctions sociologiques. C'est-à-dire que moi j'aime bien aussi que mes personnages, si c'est un personnage pauvre, effectivement, il va représenter une catégorie. Et donc en sociologie on appelle ça des idéotypes, c'est-à-dire qu'on va prendre des catégories, on va faire rentrer quelque part les gens dans des cases qui sont des typologies, mais qui permettent finalement de simplifier la réalité. Et c'est vrai que souvent les personnages dans les romans, pour moi, doivent être aussi des idéotypes. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez faire comprendre, je ne sais pas, qu'il y a, comme dans Un avion sans aile, qu'il y a une famille riche, une famille pauvre, ben à un moment donné, vous devez quand même caractériser ces personnages, comme dans la vraie vie,
pour faire comprendre qu'effectivement, être riche et être pauvre, c'est pas la même chose, ils ne pratiquent pas les mêmes loisirs, ils ne s'habillent pas de la même façon. Alors, certains pourraient y voir une forme de caricature ou une forme de stéréotype, mais en réalité, c'est aussi une façon de simplifier la réalité pour, effectivement, expliquer le monde et faire passer une valeur qui peut être, là pour le coup, les inégalités sociales. Alors après, évidemment, c'est plus complexe, puisque c'est un degré de finesse. Évidemment, si vous arrivez de façon très brutale, en disant « il y a les riches, il y a les pauvres », vous n'allez absolument pas passionner vos gens. Mais sur le fond, voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent faire que vos personnages, immédiatement, vont effectivement être en partie rangés dans des cases qui font que les lecteurs vont reconnaître ces cases, ce qui n'empêche pas après de bousculer ces cases. Voilà, donc mon conseil, ça serait de ne pas avoir peur quand même du stéréotype, même s'il faut savoir le manipuler avec précaution. Alors, un auteur débutant, déjà, il faut pas avoir peur de s'attaquer plutôt à un roman. C'est vrai que quand on débute, on va tendance à avoir à écrire des scénarios ou écrire des nouvelles, enfin aller vers des formats courts, qui sont évidemment ceux qui nécessitent le moins de temps, le moins d'engagement, sauf que ce que les gens aiment lire, ce sont des romans, et en particulier dans le genre policier. Le genre policier, généralement, nécessite un nombre de pages, des pavés, de manière à mettre en place une intrigue, des personnages, des faux semblants, des fausses pistes. Enfin, donc le genre policier fait partie des genres où généralement les formats sont les plus longs. Et d'ailleurs, il y a même une tendance à les faire grossir. Si on prend des Agatha Christie ou des romans classiques, souvent ces romans étaient beaucoup moins longs auparavant. Et aujourd'hui, sans doute parce que les lecteurs se sont habitués à des intrigues, eh bien on peut plus se permettre comme ça d'aller aussi vite. Et donc il faut développer. Donc du coup, le premier conseil, c'est de dire de ne pas avoir peur si vous vous engagez sur un roman policier, de ne pas vouloir dire allez, je fais le boucler en 150 pages, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un travail de longue haleine et on s'engage pour un marathon plus que pour un sprint. Ça c'est un premier point. Après, c'est un conseil trivial, mais effectivement, un roman, c'est 2 minutes de génie, d'inspiration, de quelque chose qui vous tombe du ciel comme ça, et après 1 millier d'heures de travail, quoi. Donc le rapport entre le moment où vous dites ah là j'ai peut-être une idée absolument géniale, originale, etc. et le moment où vous allez terminer votre roman, voilà, c'est du travail, et il faut essayer de prendre du plaisir à chaque étape, et si on n'en prend pas de plaisir, de le faire quand même, parce qu'il y a une grande partie de la rédaction d'un roman qui est un travail excessivement fastidieux, qui consiste à se documenter sur ce qu'on veut écrire, qui consiste à vérifier que vos dates collent bien, que vos personnages sont cohérents, c'est tout un travail qui est un travail très, très artisanal, très mécanique, qui n'est pas un travail de génie, mais qui va faire que votre récit sera de qualité, sera charpenté, etc. Et bien sûr, on peut écrire autant qu'on veut, on peut prendre du plaisir à tout cet aspect de création artistique, mais ne pas oublier qu'il y a quand même tout un travail que les lecteurs attendent, de cohérence, de vraisemblance, de structuration. On parlait tout à l'heure du rythme. Bien, cette question du rythme, ce travail, bien entendu, c'est se relire encore pour se dire ah là le rythme n'est pas satisfaisant. Donc voilà, donc c'est cet élément de travail qui est sans doute encore plus vrai dans un roman policier que dans d'autres types de romans, parce qu'il y a des codes à respecter, parce que les lecteurs attendent ces codes, et un roman policier, même le mieux écrit qu'il soit, s'il n'est pas cohérent, s'il n'a pas cette cohérence minimale dans l'intrigue et ce roman policier ne tient tout simplement pas. Alors, comment dire, je pense que c'est pas nouveau. Alors bien sûr, les outils sont tout à fait nouveaux dans leur capacité de performance, mais c'est pas nouveau. Le plagiat, y compris dans le roman policier, il est classique. C'est-à-dire tous les romans policiers essayent à la fois de recopier des intrigues qui ont déjà été inventées par d'autres, de les renouveler, etc. Il y a eu des tas d'écrits sur les romans policiers, puis, je sais pas, le mystère de la chambre close, comment tuer quelqu'un dans une chambre fermée où personne n'a pu rentrer et sortir. Il y a eu des tas de gens qui ont réfléchi, etc. Donc ces éléments-là existent déjà quelque part. L'intelligence artificielle, c'est juste une façon d'aller peut-être plus vite pour échafauder toutes les solutions, mais il y a quelque part dans
dans le roman policier quelque chose qui est déjà assez, qui peut être déjà assez mécanique finalement, avec un certain nombre de recettes qu'on réexploite et qu'on retravaille. Donc en fait, ce qui va faire l'originalité du roman policier, à mon avis, c'est pas cette mécanique, parce qu'elle existe déjà. C'est l'ingrédient magique qui fait que les lecteurs vont s'attacher à un enquêteur et pas à un autre. Et ça, je pense qu'aucune intelligence artificielle ne pourra le déterminer. C'est-à-dire, si on prend par exemple tous les enquêteurs les grands enquêteurs de l'histoire de la littérature policière, un Maigret, ou des enquêteurs plus récents, voilà, les Adamsberg de Fred Vargas, ou les Servaz de Bernard Minier ou d'autres, eh bien, qu'est-ce qui les différencie? Personne n'est capable de dire pourquoi ces policiers-là sont devenus des célébrités et pourquoi d'autres, si on prend leur caractère, leurs ingrédients. Donc c'est à la fois le génie de l'auteur, c'est sans doute l'époque aussi, à un moment donné, enfin des ingrédients, mais personne ne peut dire voilà pourquoi ce personnage est devenu une icône par rapport à un autre. Et donc l'intelligence artificielle peut générer des milliers de policiers, hein, ça ne sera pas compliqué, mais tout autant que moi ou n'importe quel autre auteur de policier peut se mettre une journée à travailler, se dire allez, j'invente des listes de policiers comme ça. Et qu'est-ce qui va faire qu'un policier parmi d'autres deviendra une star? Ça, personne ne peut le savoir. Et c'est un savant mélange entre un auteur, avec sa créativité, son histoire, la réception des lecteurs, parfois le hasard, parfois, on va dire, la persévérance de l'auteur qui va en publier 10, 20, et puis finalement il va atteindre le succès à un moment donné. C'est presque indéfinissable. Et je trouve que dans un genre comme le roman policier, là c'est ce que je voulais dire dès le départ, c'est créer des romans policiers mécaniques, c'est pas compliqué, il y en a eu des milliers de produits, et si on prend l'époque même des romans de gare, enfin de Benny, ils sortaient des romans policiers tous les mois avec les mêmes intrigues, et on pourrait presque dire qu'ils étaient presque écrits par des intelligences artificielles, puisque c'était presque des commandes, et donc c'est pas nouveau, et en fait ce qui va faire voilà, qu'un récit policier, ça ne sera jamais l'intelligence artificielle qui va le trouver, parce que par nature, le romancier qui arrive, c'est qu'il arrive à renouveler le genre. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est ce qui crée cet renouvellement. Donc voilà, donc je ne suis pas spécialement inquiet par l'intelligence artificielle. Puis après tout, si l'intelligence artificielle permet de gagner du temps, permet d'aller plus vite, pourquoi pas? Je prends un exemple juste sur la géographie, on parlait des lieux. Avant, on avait des cartes, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Google Maps, donc on était obligé de travailler complètement autrement. Aujourd'hui, on peut travailler de son bureau et se rendre dans tous les lieux du monde et aller dans des hôtels, entrer dans des... Bon, et ça fait travailler les auteurs plus vite. Ça n'a pas tué l'imaginaire, ça a fait travailler plus vite. Donc, à la limite, ChatGPT ou d'autres permettront d'aller plus vite, de se dire tiens, je pose les bases d'une intrigue et puis le ChatGPT va me construire une arborescence, je ne sais pas, de coupables, de lieux, etc. Et j'irai plus vite, mais au final, c'est quand même l'écrivain qui tiendra la plume et qui choisira de retenir des éléments ou d'autres, etc. Et on pourrait dire ça pour tout. Le traitement de texte aujourd'hui, quand on parlait du rythme d'un roman, c'est évident que le traitement de texte permet à des auteurs aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite sur le traitement du rythme, ne serait-ce qu'en mesurant le nombre de caractères dans chaque chapitre, les répétitions, les occurrences. On peut travailler là-dessus, ce qu'évidemment ne pouvait pas faire Maurice Leblanc ou Conan Doyle, hein, qui évidemment le faisaient beaucoup plus instinctivement dans leur... donc ce sont des outils nouveaux, mais qui n'ont pas... tuer quoi que ce soit, mais dont pratiquement tous les auteurs de romans policiers se servent aujourd'hui. Je pense que tous les auteurs policiers aujourd'hui calculent leur nombre de signes et de mots, etc., par chapitre, etc., et travaillent aussi là-dessus. Ce sont des outils pour maîtriser ce qu'on veut faire.